Bonjour à tous et bienvenue à la meilleure conférence sur le Bitcoin. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'est le Bitcoin, comment ça marche et à la fin, je vais faire une petite démonstration pour vous expliquer comment ça marche d'un point de vue utilisateur. Alors je me présente rapidement, je m'appelle Aurel Oulès, plus connu sous le nom de Nuf et cette technologie me passionne depuis plusieurs années et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas ce qu'est le Bitcoin ni comment ça fonctionne. Donc je me suis dit que ça serait une bonne occasion de faire une conférence dessus. Alors qu'est-ce que le Bitcoin ? En quelques mots, le Bitcoin c'est un système de paiement qui est décentralisé et qui est protégé par de la cryptographie. C'est un système de paiement, ça veut dire qu'on peut réaliser des transactions monétaires dessus. C'est décentralisé, ça veut dire qu'il n'y a pas un serveur central ou une entreprise centrale qui gère le flux de transactions, par exemple PayPal ou le système bancaire traditionnel. Bitcoin, c'est un réseau composé de plein d'ordinateurs qu'on appelle nœuds, qui sont connectés entre eux et qui se relaient toutes les transactions et toutes les données nécessaires pour le fonctionnement de ce réseau. Il est protégé par de la cryptographie au lieu d'être protégé par des humains comme le système traditionnel. Donc il est protégé par des maths et des ordinateurs et donc de la cryptographie pour protéger les transactions. Les 5 piliers qui font que Bitcoin est une technologie révolutionnaire sont les suivants. Il est ouvert à tous, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de carte d'identité ou de passeport ou d'adresse email pour se connecter au réseau. On a juste besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet, ce qui rend le réseau extrêmement accessible. Il est sans frontières, car forcément il vit sur Internet, donc il hérite de toutes ses propriétés. On peut accéder à Bitcoin depuis n'importe quel pays. Il est neutre, ça veut dire que tous les utilisateurs ont les mêmes droits, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Il est résistant à la censure, ça veut dire qu'aucun gouvernement ou aucune entreprise peut empêcher un utilisateur de réaliser des transactions. Donc c'est très important. Mais des gouvernements peuvent toujours bannir de manière légale Bitcoin, mais d'un point de vue technique c'est impossible, donc c'est très important de retenir ça. Et il est public, ça veut dire que toutes les données et toutes les règles économiques de Bitcoin sont publiques, donc ça rend ce réseau extrêmement transparent, contrairement toujours au système bancaire traditionnel. Bitcoin a été créé en 2009 par Satoshi Nakamoto. Donc on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'est une fille, un mec ou un groupe. Il a été créé en réponse à la crise économique de 2008-2009, qui a fait énormément de dégâts sur l'économie américaine notamment. En fait, il y a énormément de banques qui ont fait faillite aux États-Unis pendant ces années-là, car ils ont fait des paris extrêmement risqués sur des produits financiers extrêmement risqués. Et ils ont fait faillite et elles ont été obligées d'être rachetées par le gouvernement pour éviter de faire trop de dégâts sur l'économie et sur les économies des citoyens. Sauf que c'est impossible de racheter autant de banques, car ça coûte extrêmement cher. Donc le gouvernement a dû créer de l'argent, c'est ce qu'on appelle l'inflation, ce qui a en fait fait perdre l'emploi d'énormément de citoyens, leurs maisons et leurs économies. Donc Bitcoin a été créé en réponse à cela, pour créer un système beaucoup plus transparent et stable, car il est dirigé par des ordinateurs, des mathématiques et de la cryptographie plutôt que des humains qui peuvent être corrompus assez facilement. Alors comment ça marche? On peut voir Bitcoin comme une sorte de base de données où pour chaque utilisateur on associe un montant, un solde. Ces montants ils sont exprimés en Bitcoin, donc c'est la monnaie locale du réseau, qui s'écrit BTC ou Bitcoin avec un B minuscule, à ne pas confondre avec Bitcoin avec un B majuscule qui correspond au réseau. Cette base de données, elle est répliquée sur tous les nœuds, donc c'est les membres qui sont connectés au réseau. Elle est répliquée en temps réel. Et ces chiffres sont arbitraires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment de valeur, mais nous les humains, on attribue à ces chiffres des valeurs, car on pense que les autres le feront également. C'est le principe de spéculation, et c'est comme ça que le système bancaire traditionnel fonctionne également. On sait tous qu'une pièce de 1 euro n'a pas coûté réellement 1 euro à produire, mais on pense que ça a cette valeur. Envoyer une transaction, c'est aussi simple que dire un utilisateur va perdre de l'argent et un autre va en gagner. Jusque-là, je pense que je vous apprends rien. Mais cette transaction, quand elle est créée sur le réseau, elle va être distribuée et relayée sur tous les nœuds du réseau, afin que toutes les bases de données locales des membres du réseau soient mises à jour pour prendre cette transaction en compte. Mais en réalité, c'est pas aussi simple. Donc comment ça marche vraiment? Déjà, on peut se demander comment on sait si c'est vraiment Bob
qui a fait la transaction et que ce n'est pas Alice qui va essayer de usurper son identité pour lui voler de l'argent. Donc c'est là que les cours de chiffrement rentrent en jeu, étonnamment. Chaque utilisateur va avoir en fait un jeu de clés, ce qu'on appelle le portefeuille. Donc il est constitué d'une clé privée et d'une clé publique. Une clé privée, c'est un nombre aléatoire entre 0 et 2 puissance 256. Donc c'est un nombre gigantesque. Pour ordre de comparaison, il y a à peu près autant d'atomes dans l'univers observable qu'il y a de clés privées Bitcoin. Donc c'est absolument impossible de tomber par hasard sur une clé privée de quelqu'un lorsqu'on en génère une de manière aléatoire. Cette clé privée, elle va permettre en fait d'authentifier les transactions. Donc elle va servir de mot de passe. C'est un gros nombre qu'il faut stocker très secrètement. Et la clé publique, c'est une clé qui dérive de la clé privée et qui va permettre en fait de recevoir de l'argent. Un peu comme une adresse email, on va pouvoir la partager publiquement sans problème. Donc si Bob veut envoyer de l'argent à Alice, ce qu'il va devoir faire, c'est créer sa transaction, créer une signature à l'aide de l'algorithme ECDSA qu'on a vu en cours de chiffrement, pour ceux qui sont allés en cours. Et ça va lui générer donc un énorme nombre, celui-là. Il va l'attacher à la transaction et il va publier cette transaction avec la signature attachée à tous les nœuds du réseau. Tous les nœuds du réseau vont vérifier que cette signature correspond bien à la clé publique de Bob. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est bien lui qui a effectué la transaction. Si ce n'est pas le cas, la transaction est juste rejetée. Alors ça, c'est la courbe elliptique qui est utilisée par Bitcoin. Donc pareil, on l'a vu en cours de chiffrement, n'est-ce pas? J'ai juste mis parce qu'elle est belle, mais c'est pas très intéressant. Et je vous ai encore menti, en réalité, il n'y a pas vraiment de base de données qui associe à chaque utilisateur un montant. En fait, c'est à chaque utilisateur de se rappeler combien d'argent il a. Alors je vais m'expliquer. Une transaction, ça a un ID, des inputs et des outputs. L'ID, il est généré de manière pseudo-aléatoire, c'est pas très intéressant. Et les outputs d'une transaction, est-ce qu'il y a quelqu'un qui saurait répondre de ce que c'est dans une transaction? Non, alors je suis là pour ça. C'est en gros les destinataires de la transaction. Parce que dans une transaction, on peut envoyer de l'argent à plusieurs personnes d'un coup. Et ici, on envoie de l'argent à 2 personnes. Les inputs, c'est plus compliqué. En fait, lorsque Bob veut dépenser de l'argent, ça veut dire qu'au préalable, il a déjà reçu de l'argent de quelqu'un d'autre et qu'il souhaite le redépenser. Donc ce que Bob va faire, c'est qu'en input, il va référencer les transactions qu'il a déjà reçues avec l'ID. Donc ici, on voit qu'il a déjà reçu des transactions de quelqu'un, d'un montant de 0,4 Bitcoin par exemple, et ici de 2,1 Bitcoin. Il va référencer ces transactions dans les inputs et il va générer une signature digitale pour prouver qu'il peut dépenser cet argent. Ok. Donc ça, c'est un exemple de véritable transaction qu'on peut retrouver sur le réseau. Comme j'ai dit, toutes les données sont publiques, donc vous pourrez aller vérifier si vous avez envie. Ici, on a l'ID de la transaction qui est générée aléatoirement. À gauche, on a les inputs et à droite, on a les outputs. Donc on va commencer par les inputs. Ici, on a l'ID de la transaction que l'utilisateur veut dépenser. Donc l'ID est très moche et voilà, c'est là. Et ici, c'est le montant que l'utilisateur souhaite dépenser. Ce gros bloc, c'est la signature qui prouve que l'utilisateur a le droit de dépenser cette transaction. Ici, c'est donc les destinataires. Ici, on a l'adresse d'un destinataire, un montant, et ici, c'est la même chose, une adresse et un montant. Et si vous remarquez bien, ici, il y a un champ qui s'appelle script pubkey. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est un peu compliqué. Mais en fait, envoyer de l'argent à quelqu'un, ça ne veut pas dire grand-chose. En réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie de l'argent. Enfin, en fait, on verrouille de l'argent avec un script qui permet de verrouiller l'argent sous certaines conditions. Ce script, il est standard, c'est-à-dire qu'en général, on utilise le même et il dit, pour dépenser cet argent, il va falloir me donner une signature valide pour le dépenser. Mais en réalité, ce script, on peut le customiser pour ajouter nos propres conditions et faire des conditions de paiement beaucoup plus complexes, ce qui rend Bitcoin extrêmement puissant. Ces scripts, ils sont rédigés dans le langage de programmation de Bitcoin, qui s'appelle Bitcoin Script, c'est pas très original. Et la particularité de ce langage, c'est qu'il n'est pas Turing complete, donc on ne peut pas faire des boucles infinies.
Donc ce truc, dans le jargon, ça s'appelle les smart contracts, mais c'est un buzzword, du coup j'aime pas trop l'utiliser. Il y a toujours un gros problème avec le système que je vous ai montré. En fait, comment on peut synchroniser le réseau sur les mêmes transactions en temps réel dans un système décentralisé? C'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire, et Bitcoin, c'est le premier réseau qui a résolu ce problème. Donc si je prends par exemple cet exemple, on a Bob qui veut faire croire à Alice qu'il lui a envoyé de l'argent, mais en réalité, il renvoie de l'argent à lui-même. Donc ce que Bob pourrait faire, c'est créer une transaction qui a en output l'adresse de Bob et une autre transaction avec l'adresse d'Alice, mais référencer les mêmes inputs. C'est-à-dire qu'il va essayer de dépenser le même argent. Donc ce que Bob pourrait faire, c'est envoyer cette transaction sur une partie du globe et l'autre transaction sur l'autre partie du globe. Et à cause de la latence du réseau, deux réseaux pourraient se créer. Un qui est synchronisé sur la transaction de Bob et l'autre sur Alice. Donc en fait, on ne sait pas comment choisir quelle transaction est plus valide l'une par rapport à l'autre. Donc est-ce que quelqu'un a une idée de la structure de données que Bitcoin utilise pour résoudre ce problème? Ça termine par chaîne. C'est la blockchain. Donc c'est un énorme buzzword, pareil la blockchain, c'est pour ça que j'aime pas trop l'utiliser. En réalité, c'est juste une liste chaînée. Et vu qu'on en a implémenté une bonne douzaine en piscine, je pense que vous savez tous ce que c'est. Donc on va parler des blocs. Un bloc, c'est un ensemble de transactions qui a comme champ la référence du bloc précédent. Donc ici, on ne va pas parler de pointeur comme en piscine, mais vraiment d'ID. Et l'ID d'un bloc, en fait, c'est le hash de son contenu. Donc je vais rappeler ce qu'est une fonction de hash. Une fonction de hash cryptographique, c'est une fonction qui prend un flux de données arbitraire en entrée et qui sort un nombre de taille fixe et déterministe. Donc en entrée, on peut donner un fichier, un mot ou une image, peu importe. Donc si par exemple je fais le hash avec la fonction cryptographique qui s'appelle SHA-256 du mot Bitcoin, ça va nous sortir ce gros nombre qui pèse 32 octets, c'est la taille fixe. Et si je fais le hash du mot Kama plusieurs fois, il me donnera toujours le même, c'est-à-dire que c'est déterministe. Donc si je reviens sur la slide précédente, le hash du bloc, en fait, ça va être le hash de tout son contenu. La memory pool, c'est tout simplement la liste des transactions qui sont en attente d'être ajoutées sur le réseau. Donc c'est vraiment juste une file d'attente. Lorsqu'un utilisateur va vouloir envoyer une transaction sur le réseau, il va la propager sur le réseau et elle va être dans la liste d'attente. C'est la memory pool. C'est pas cool. Ensuite, donc on peut se demander comment on fait pour ajouter des blocs à la chaîne. Un bloc doit être ajouté toutes les 10 minutes sur le réseau. C'est une règle fixée dans le code. Toutes les 10 minutes, il doit y avoir un nouveau bloc ajouté. Pour ajouter des blocs, il faut en fait élire quelqu'un qui va le faire. Et en fait, les personnes qui travaillent pour ajouter des blocs, on les appelle des mineurs. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de minage de Bitcoin. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est que pour être élu, il faut fournir une preuve de travail qui prouve que beaucoup d'énergie a été dépensée pour créer ce bloc. Donc je reviendrai plus tard sur pourquoi il faut dépenser de l'énergie. Mais ce que le mineur va faire, c'est piocher beaucoup de transactions dans la memory pool, qui sont donc valides, référencer l'ID du bloc précédent dans le bloc, et effectuer le hash du bloc pour trouver donc l'ID du bloc. Mais donc la preuve de travail que le mineur doit fournir, c'est un hash du bloc qui possède un certain nombre de zéros devant. Ça veut dire que le nombre va être petit. Donc le mineur, tant qu'il n'a pas un hash petit, il va devoir re-hasher le bloc en continu pour changer le hash. Sauf que s'il hash le même bloc en continu, ça va donner le même hash. Comme j'ai dit, c'est une fonction déterministe. Donc pour altérer le hash sans vraiment changer le contenu du bloc, on a introduit la variable de nonce. C'est juste une petite variable qu'on va incrémenter en continu pour juste changer le hash. Ce processus prend énormément de temps parce qu'en fait, c'est comme jouer au loto des milliards de fois à la seconde. Les mineurs, ils vont générer des nombres aléatoires. Ils vont générer des nombres aléatoires et espérer tomber sur un nombre qui est petit.
et ils n'ont pas le choix que de brute force. Donc c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps et d'énergie et donc d'électricité. Mais du coup, on peut se demander pourquoi on se fait chier à dépenser autant d'énergie sur ces transactions qui sont au final virtuelles. En fait, dépenser autant d'énergie, ça prend du temps, donc ça permet de rate limite le réseau. Ça permet en fait de laisser le temps au réseau de se synchroniser lorsqu'il y a des nouveaux blocs. Parce que si on laisse les utilisateurs publier leurs transactions n'importe quand, c'est impossible de se synchroniser comme j'ai montré juste avant. Il y a beaucoup d'attaques, de vecteurs d'attaque. Et c'est aussi le pont entre le monde virtuel et le monde physique, parce qu'on va dépenser des ressources, disons, précieuses du monde réel pour en faire de la valeur sur un monde virtuel. Mais c'est pas tout. Ce principe de dépense d'énergie permet de contrer l'attaque 51%, donc c'est l'attaque la plus connue. C'est une attaque qui vise en fait à réécrire l'histoire de Bitcoin, à par exemple modifier des données dans des blocs précédents. Donc typiquement, si un attaquant souhaite retirer une transaction d'un bloc passé, donc on a l'exemple ici, on a une chaîne de blocs, et il y a cette transaction, il y a un attaquant qui souhaite la retirer pour annuler un paiement par exemple. Pour empêcher ça, Bitcoin met donc en œuvre ce principe de travail, et l'attaquant, ce qu'il va devoir faire, c'est prendre le bloc, retirer la transaction, ce qui va en fait invalider la preuve de travail parce que le hash du bloc va changer, vu que le contenu du bloc a changé. Et pour le rendre valide, l'attaquant va devoir le reminer, ce qui va prendre énormément de temps parce que cette fois-ci, il est tout seul à travailler sur ce bloc, alors qu'en temps normal, tout le réseau travaille pour ajouter des blocs. Donc non seulement il va devoir reminer ce bloc, ce qui va lui prendre un temps fou, il va devoir reminer ce bloc parce que ce bloc dépendait du bloc précédent. Donc le contenu de ce bloc va devoir changer, son hash également. Donc il va devoir reminer ce bloc, etc. jusqu'à remonter au bloc le plus récent. Donc en fait, si l'attaquant est tout seul à essayer de vouloir changer l'historique de la chaîne, ça va lui prendre un temps fou, il va dépenser énormément d'argent et il va quasiment jamais réussir. En revanche, si cet attaquant il possède l'équivalent de plus de la moitié de l'énergie du réseau, il va s'en sortir avec une chance de 50% environ. Mais c'est d'autant plus difficile parce que pendant que l'attaquant essaie de réécrire l'histoire de la chaîne, le réseau, disons, normal, il continue d'avancer. Donc il va devoir essayer de les rattraper au bout d'un moment, ce qui rend la tâche vraiment très très compliquée. Alors je vais parler rapidement des chain reorg. C'est tout simplement lorsque deux mineurs trouvent un bloc au même moment et qu'il est propagé à deux endroits du monde différents. Donc c'est pas vraiment un problème parce que déjà ça arrive environ une fois tous les 30 jours. Et ça se résout tout seul lorsqu'un mineur de l'une des deux chaînes mine un bloc supplémentaire, donc dans l'une des deux, tout le réseau va se resynchroniser sur la chaîne la plus longue, la chaîne qui a donc le plus de travail. Et le bloc qui est resté en arrière, il est juste supprimé. Alors on peut se demander pourquoi les mineurs s'infligent ça, pourquoi ils dépenseraient autant d'argent pour sécuriser le réseau. Tout simplement, ils sont récompensés en Bitcoin, la monnaie donc locale du réseau. Et ce que les mineurs font, quand ils vont créer des blocs, ils vont introduire une transaction spéciale en plus des transactions qui viennent de la memory pool, qu'on appelle la Coinbase Transaction. À ne pas confondre avec la plateforme Coinbase, pour ceux qui connaissent. C'est une transaction spéciale parce qu'elle a en output, donc en destinataire, l'adresse du mineur pour qu'il puisse être récompensé. Mais en input, il n'y en a aucun. Ça veut dire que l'argent il est créé de nulle part. Et c'est ici que les bitcoins sont créés. Donc ces récompenses, elles sont de 50 bitcoins par bloc. Donc ça a commencé en 2009 par 50. Mais tous les 210 000 blocs, c'est-à-dire environ 4 ans, parce qu'on sait qu'un bloc c'est environ 10 minutes, si on fait le calcul ça fait environ 4 ans, cette récompense est divisée par 2. Donc en 2009, on a commencé avec 50 bitcoins par bloc, en 2012, 25 bitcoins par bloc, etc. Et depuis 2020, on est passé à 6,25 bitcoins par bloc. Et à un moment, on va tendre jusqu'à 0, ce qui donne en fait cette distribution. Ici, c'est la distribution des bitcoins au fur et à mesure du temps.
Et on peut voir que voilà, ça tend vers 21 millions de bitcoins. Ça veut dire qu'au total, il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins distribués au total. Et c'est intéressant parce qu'on est environ 8 milliards sur Terre, et il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins. Ça veut dire qu'on ne pourra pas tous en avoir un. Et juste avant, ce principe de diviser la récompense tous les 4 ans, c'est pour imiter en fait le fonctionnement de l'or, du minage de l'or du monde réel. Parce qu'on sait tous que l'or est de plus en plus rare, c'est de plus en plus dur à miner, parce qu'il y en a de moins en moins. Ce qui rend en fait la valeur de l'or plus importante au fur et à mesure du temps. C'est ce qu'on appelle la désinflation, contrairement en fait au système traditionnel bancaire qui fonctionne avec l'inflation, où chaque année il y a de plus en plus d'argent injecté dans le système, ce qui dévalue la valeur de notre monnaie, l'euro, ou même le dollar. Alors Bitcoin a quelques constantes hard-codées dans le code. C'est typiquement la durée entre chaque bloc, qui est donc de 10 minutes, qui est fixée. Et un bloc ne peut pas dépasser 1 mégaoctet de transaction. Ce qui donne en moyenne en fait une moyenne de 7 transactions par seconde, parce qu'une transaction, lorsqu'elle est encodée en binaire, elle pèse environ 200 octets. Donc si on fait le calcul, ça fait environ 7 transactions par seconde. C'est l'un des points faibles de Bitcoin, c'est que c'est un réseau un peu lent. Mais il ne faut pas s'arrêter là parce que dans une transaction, voilà, il peut y avoir beaucoup de destinataires, pas forcément que 2. Et les smart contracts dont j'ai parlé permettent de faire beaucoup de choses et d'accélérer le nombre de transactions par seconde. Mais je ne vais pas en parler parce que c'est un sujet très très complexe. Et donc chaque membre du réseau, chaque node, va devoir stocker l'entièreté des blocs pour pouvoir participer au réseau. Et donc l'un des inconvénients, c'est que cette chaîne pèse 450 gigas aujourd'hui, ce qui est beaucoup, mais pour un système décentralisé qui existe depuis 2009, en vrai, c'est pas tant que ça. Et on pourrait se demander pourquoi en fait, on n'augmente pas la taille des blocs pour augmenter le nombre de transactions par seconde, pour rendre le réseau plus fluide. Bah, le problème, c'est que si on fait ça, notre chaîne, elle va augmenter en taille beaucoup plus rapidement. Et ça va être impossible pour un utilisateur lambda de stocker ça sur son ordinateur, ce qui va rendre en fait, le réseau beaucoup plus centralisé et beaucoup plus contrôlable par des gouvernements ou des entreprises. Alors je rappelle que Bitcoin, c'est un protocole qui définit donc des règles pour faire fonctionner ce réseau, mais il peut être implémenté dans plein de langages différents. Donc la plus connue, c'est celle en C++, qui existe depuis 2009. Il y en a une en Go, il y en a une en Rust, il y en a une en Python, Java, Scala, il y en a plein d'autres. Mais du coup, celle-là, c'est la plus connue, celle en C++. Donc je vais faire une petite démonstration pour vous montrer comment interagir avec le réseau sur un ordinateur, en espérant que ça marche. Alors, ok. Donc j'ai sur mon serveur hébergé une node qui contient donc ces 450 Go de données. On va y aller ici. La commande la plus intéressante, c'est get blockchain info, qui va nous permettre de récupérer l'état actuel du réseau. Hop. Ça va donc nous renvoyer, par exemple, le nombre de blocs total minés sur le réseau. Donc il y en a environ 741 000. Le hash, donc l'ID du dernier bloc miné, et la taille que prend le Bitcoin sur mon ordinateur. Donc 460 Go à peu près. Si on prend ce bloc et qu'on copie son ID, on va pouvoir récupérer les transactions de ce bloc avec Bitcoin key get block. Donc il y en a énormément, il y en a environ 1 mégaoctet. Et si on en prend une au hasard, on va pouvoir la visualiser avec get raw transaction, qui va permettre de récupérer les données de cette transaction au format binaire. Donc forcément, c'est pas lisible par un humain. Donc on va la décoder avec decode raw transaction. Et ici, je vais dézoomer. On voit que cette transaction, elle a un ID. Elle a une version, une taille, et elle a des V-in. C'est ce qu'on appelle les inputs. C'est l'argent qu'on souhaite dépenser dans cette transaction.
Donc on a la transaction associée, celle qu'on veut redépenser. Et ce petit truc là, c'est la signature qui prouve que on a l'autorisation de dépenser cet argent. Et ici on a les outputs de la transaction avec l'adresse du destinataire et le montant associé, donc 45 bitcoins, ce qui est énorme. Et là on a une adresse, pareil, un deuxième destinataire avec un montant différent. Ok, est-ce que... Mince. Est-ce qu'il y a des volontaires pour créer une transaction où je vais en fait vous envoyer de l'argent et on va essayer de voir le processus de A à Z que ça fait pour qu'une transaction soit valide. Alors je vais en prendre deux, si vous voulez. Georgia et Charles. Nickel. Du coup je vous laisse installer un des deux portefeuilles sur votre téléphone. Ça marche pour iPhone et pour Android. Et je vous laisse m'envoyer sur Discord une adresse Bitcoin. J'ai très simple. Qu'est-ce qu'il y a, Tim? Est-ce que tu es un milliardaire grâce au Bitcoin? Non. Si vous voulez de l'aide, dites-moi. Il y a une question? Oui. Tu sais à peu près à combien c'est le plus gros portefeuille actuellement Satoshi, du coup, le créateur de Bitcoin, on ne sait pas qui c'est, mais on sait qu'il a miné les tout premiers blocs. Et comme j'ai dit, les premiers blocs, ils rapportaient 50 Bitcoins par bloc. Il en a miné beaucoup, du coup on pense qu'il en a 1 million. 1 million de Bitcoin, ça fait beaucoup, mais ils n'ont jamais été touchés. Du coup on pense qu'il est mort. Et du coup on pense que ça serait lui. Sinon, en vrai, les plus gros portefeuilles, c'est sûrement les plateformes qui permettent d'échanger des euros dans des Bitcoins. Oui. Ouais. En fait, sa question c'est lorsque quelqu'un meurt, son argent est-ce qu'il est perdu? La réponse c'est en général oui, parce que pour pouvoir dépenser cet argent, en fait, il faut la clé privée. Et si la clé privée c'est que la personne qui l'avait et qui était l'unique personne qui pouvait la déchiffrer, bah forcément l'argent est perdu. L'argent est toujours sur la chaîne, mais il ne pourra jamais être dépensé. Du coup, à moins d'avoir des potes que tu as vraiment confiance, ton argent il risque d'être perdu. Ouais. Alors, Georgia était plus rapide. Ah, alors, tu me l'as envoyé? Quoi? Non, j'ai pris une transaction au hasard tout à l'heure. Ça fait beaucoup. Alors. Comment je vais faire ça? Ok. Alors, ça c'est l'adresse de Charles. Donc, hop là.
J'avais préparé la commande parce qu'elle est un peu chiante. Hop. J'espère que ça marche, hein. Ça ne marche pas. J'ai oublié une virgule. Ok, là j'ai envoyé une transaction avec en output du coup l'adresse de Georgia et l'adresse de Charles. L'ID de la transaction c'est celle-là. Donc en vrai c'est marrant les terminals, mais c'est plus facile d'aller sur internet et de voir à quoi la transaction ressemble. Donc la transaction elle a déjà été relayée sur tout le réseau. Il y a déjà des sites qui l'ont indexée. Il y a par exemple blockstream.info qui permet de regarder le réseau plus facilement. Cette transaction, elle a une taille, c'est 276 octets. Elle a une version. Et alors à gauche, c'est les inputs que j'ai utilisés, que mon ordinateur a utilisés. Alors apparemment, ça en a utilisé 3. Et à droite, c'est donc les outputs. Donc il y a l'adresse de Charles, je ne sais plus laquelle c'est, et l'adresse de Georgia du coup. Je leur ai envoyé ce montant. Et normalement, vous avez dû recevoir une notification. Ça marche? Nickel. Et ici, bon, bah, toujours, il y a les signatures qui prouvent que j'ai pu dépenser cet argent. Donc là, on attend qu'un mineur gentil inclue notre transaction dans un bloc et qu'elle soit ajoutée de manière permanente sur la chaîne. En attendant, merde, c'est pas là. Je vais très rapidement parler de comment acheter du Bitcoin si vous voulez. Donc, je ne vais pas vous inciter à en acheter, mais je sais qu'il y en a qui se demandent. Et pour ne pas vous faire arnaquer, je vais quand même en parler. Donc il y a des plateformes qui existent, par exemple Coinbase, Kraken, Binance, c'est les plateformes les plus connues pour acheter du Bitcoin, c'est-à-dire pour transformer vos euros en Bitcoin. Il y a d'autres crypto-monnaies. Mais le problème de ces plateformes, c'est qu'elles demandent votre passeport, vos cartes d'identité, vos preuves de résidence, etc. Ça fonctionne vraiment comme des banques. Du coup, c'est un des avantages de ces plateformes. Il y a quand même Bisq qui existe. C'est une plateforme d'échange qui fonctionne de la même manière, enfin, qui permet d'échanger vos euros contre des bitcoins, mais de manière décentralisée et qui ne demande pas vos cartes d'identité. Donc je vais quand même en parler. Et profitez-en parce que c'est les soldes. Il y a moins de 30% ces dernières semaines. Le prix a bien chuté. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Toi, du coup, tu as du Bitcoin, mais pour l'avoir, t'en as miné ou est-ce que t'en as acheté directement? Alors c'est très difficile de miner. Pardon. Sa question c'est est-ce que j'ai du Bitcoin parce que j'en ai acheté ou parce que j'en ai déjà miné? Alors j'en ai surtout acheté en fait, enfin j'en ai uniquement acheté parce que miner aujourd'hui c'est très compliqué. C'est vraiment des professionnels qui s'y mettent parce que c'est un marché extrêmement compétitif. Il faut des ordinateurs extrêmement puissants, des refroidis, des clims extrêmement puissantes pour refroidir les ordinateurs. Donc c'est un vrai travail en fait de gérer des fermes à mineurs. Il y a une autre question par là? Oui. Oui. C'est une bonne question. Alors, on ne sait pas trop, parce que déjà, ça va se passer dans les années 2140, donc on a encore le temps. Mais en vrai, c'est une bonne question. Parce qu'en réalité, j'en ai pas parlé, mais dans une transaction, il y a des frais de transaction. Et en gros, c'est la priorité. C'est combien tu es prêt à mettre pour être inclus sur la chaîne plus rapidement. Et ces frais de transaction, c'est les mineurs qui les récupèrent. Du coup, ils sont toujours rémunérés par les frais de transaction total des transactions dans le bloc, plus la récompense fixe. Du coup, on pense que dans le futur, les frais de transaction suffiront. Mais j'ai pas vraiment de réponse plus propre que ça. Voilà. Je regarde juste si la transaction n'a pas été encore minée. Ça prend environ 10 minutes du coup.
Oui. T'en penses quoi des autres cryptos? C'est pas mon délire. Oui. Ouais, il y a beaucoup de la sécurité du Bitcoin du coup sur la cryptographie. Et plus tard, dans les décennies qui vont arriver, quand on aura des puissances de calcul qui seront plus fortes, plus rapides, est-ce qu'il peut y avoir un danger pour Bitcoin? Forcément. C'est un peu la question. Ouais. La question c'est, dans le futur, vu qu'on va avoir sûrement plus de puissance pour calculer, est-ce que Bitcoin, est-ce qu'il va y avoir des problèmes pour Bitcoin? Oui, mais ça ne sera pas forcément la première cible en fait, ça sera Internet, tout simplement la première cible. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse, mais oui, si des algos de cryptographie sont cassés, ça cassera tout Internet, pas que Bitcoin. D'autres questions? Oui. Vous avez déjà vu des failles qui ont fait pas mal de dégâts Alors, le code de Bitcoin, du coup, il est extrêmement testé, extrêmement relu. Pendant des années, une pull request peut prendre des années avant d'être merge. Du coup, on limite le nombre de bugs. Et non, il n'y en a jamais eu. Il y a 99% de uptime sur Bitcoin en 10 ans. Et comment les gens ils peuvent participer au projet Bitcoin? Donc le code, il y a plusieurs implémentations. Je ne suis pas sur la slide. C'est où? Il y a plusieurs implémentations de Bitcoin. La plus connue, c'est celle de C++. C'est un peu la référence. Donc, toutes les implémentations se basent dessus. Et pour contribuer, il suffit de faire un fork, regarder les issues, s'il y a des choses à faire, et de faire une pull request. Et si le code est valide, il sera accepté. Et je contribue actuellement à cette implémentation en C++. Et ça sera d'ailleurs le sujet de mon stage en septembre. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est quoi la différence entre chacune des implémentations? Le langage. Mais du coup, vu que c'est un protocole, les règles doivent absolument être respectées. Sinon, juste, il y a des problèmes et les chaînes ne se synchroniseraient pas entre elles. Mais oui, ça dépend du langage et des performances de chaque langage. Et du coup, celle de C++, c'est la plus utilisée parce que c'est le plus rapide. J'espère. Oui. Est-ce qu'il garantit qu'il y ait un nouveau bloc avec un nouveau hash Tu peux répéter ta question? qui fait qu'on trouve forcément un hash avec le nombre de blocs? Ok. Donc, je vais revenir là-dessus. Ce hash, en fait, il met en moyenne 10 minutes à être trouvé. Mais cette difficulté, en fait, le nombre de zéros qu'on doit trouver, il change, il est variable en fonction du nombre de mineurs qu'il y a sur le réseau. C'est-à-dire que cette difficulté, elle est réajustée toutes les 2 semaines. Et en fait, on calcule si est-ce qu'il y a eu trop de blocs minés que prévu. Si c'est le cas, alors on va augmenter la difficulté. Et s'il n'y a pas eu assez de blocs, on va baisser la difficulté. Du coup, en moyenne, en fait, on atteint toujours environ 10 minutes. Je ne sais pas si c'est plus clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, la transaction n'a pas encore été minée. Il est quelle heure? Il y a des technologies qui existent pour accélérer les transactions? Oui, donc j'ai parlé des smart contracts tout à l'heure. C'est les scripts qu'on peut inclure dans les destinataires des transactions. Et ces scripts permettent de créer des couches supplémentaires à Bitcoin. Donc la plus connue, c'est le Lightning Network. C'est un système qui fonctionne très différemment, mais qui permet de faire des transactions instantanées en Bitcoin. Voilà. Donc il y a des technologies qui existent et qui visent à améliorer le taux de transaction qu'on peut faire par seconde sur Bitcoin. Mais c'est un sujet vraiment très complexe, donc j'en parlerai pas trop là. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
bien, merci de m'avoir écouté.